Le monde du XVe siècle était vaste, mystérieux et plein de promesses pour les explorateurs audacieux. À cette époque, les routes commerciales vers l'Asie étaient longues, périlleuses et contrôlées par des intermédiaires puissants. L'Europe avait soif d'épices, de soie et d'or, des richesses qui semblaient inaccessibles par les voies traditionnelles. Dans la ville portuaire de Gênes, en Italie, un jeune homme nommé Christophe Colomb regardait l'horizon avec ambition. Fils d'un tisserand, il n'était pas destiné à la noblesse, mais la mer l'appelait irrésistiblement. Dès son plus jeune âge, Colomb a appris à naviguer, maîtrisant les vents et les étoiles. Il a voyagé en Méditerranée, acquérant une expérience précieuse sur les navires marchands. Un naufrage au large des côtes portugaises l'a conduit à Lisbonne, le centre de l'exploration maritime de l'époque Hans. À Lisbonne, il a travaillé comme cartographe, dessinant des cartes qui alimentaient ses rêves de voyage. Il a étudié les travaux de Ptolémée et de Marco Polo, se convainquant que la Terre était plus petite qu'on ne le pensait. Une idée audacieuse a germé dans son esprit, atteindre l'Orient en naviguant vers l'Occident. C'était une théorie révolutionnaire, car l'immensité de l'océan Atlantique, la mer des ténèbres, effrayait les marins seigneurs. Colomb croyait fermement que le Japon et la Chine n'étaient qu'à quelques semaines de navigation vers l'ouest. Pour réaliser son rêve, il avait besoin de navires, d'hommes et surtout d'argent. Il présenta d'abord son projet au roi Jean II du Portugal, cherchant un patronage royal. Les experts du roi rejetèrent ses calculs, les jugeant erronés et trop optimistes. Déçu mais pas vaincu, Colomb se tourna vers l'Espagne, rival du Portugal. Il arriva en Espagne alors que les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, étaient en pleine guerre contre les Maures. Pendant des années, Colomb suivit la cour royale, plaidant sa cause sans relâche. Il subit de nombreux refus, ses cheveux blanchissant sous le poids de l'attente et de la frustration. Certains le prenaient pour un fou, un visionnaire perdu dans ses chimères. Cependant, il trouva des alliés parmi les moines et certains trésoriers royaux qui voyaient le potentiel de son projet. Finalement, après la chute de Grenade en 1492, la reine Isabelle accepta de l'écouter à nouveau. Convaincue par la promesse de répandre le christianisme et d'acquérir de nouvelles richesses, elle donna son accord. Les capitulations de Santa Fe furent signées, accordant à Colomb les titres d'amiral et de vice-roi des terres à découvrir. Colomb se rendit au port de Palos de la Frontera pour préparer son expédition. Il fallut de la persuasion pour recruter un équipage, car la peur de l'inconnu était grande. Avec l'aide des frères Pinzon, armateurs locaux respectés, il réussit à armer 3 navires. La Santa Maria, le navire amiral, était une caraque, lourde mais solide. La Pinta et la Niña étaient des caravelles, plus petites, plus rapides et plus maniables. Le 3 août 1492, avant l'aube, la petite flotte quitta le port de Palos. Le voyage commença par une escale aux îles Canaries pour des réparations et du ravitaillement. Le 6 septembre, ils levèrent l'ancre pour de bon, s'élançant vers l'ouest, vers l'inconnu. Les jours se transformèrent en semaines, et l'océan semblait infini. Colomb tenait 2 journaux de bord, un vrai pour lui et un faux pour rassurer l'équipage sur la distance parcourue. Les vents alizés les poussaient régulièrement vers l'ouest, ce qui inquiétait les marins quant au retour. Ils virent des oiseaux et des algues, signe trompeur d'une terre proche, ayant de faux espoirs. L'inquiétude grandissait parmi l'équipage et les murmures de mutinerie commençaient à circuler. Début octobre, la tension était à son comble, les hommes exigeant de faire demi-tour. Colomb demanda encore quelques jours, promettant que s'il ne trouvait rien, il rentrerait. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, un marin de la Pinta, Rodrigo de Triana, cria « Augeter !» Une silhouette sombre se dessinait à l'horizon, confirmant la fin de leur calvaire. Au matin du 12 octobre 1492, Christophe Colomb et ses hommes débarquèrent sur une plage de sable blanc. Colomb s'agenouilla et embrassa le sol, remerciant Dieu pour ce miracle. Il planta l'étendard royal de l'Espagne, prenant possession de l'île qu'il nomma San Salvador. Les habitants de l'île, les Taínos, observaient ces étranges visiteurs avec curiosité et crainte pompontonnées. Ils étaient nus, peints de couleurs vives, et ils ne portaient pas d'armes de fer-point. Colomb, croyant être arrivé aux Indes, les appela Agobi indiens, Yowe. La rencontre fut pacifique, marquée par des échanges de cadeaux, perles de verre contre perroquets et coton. Cependant, Colomb remarqua immédiatement les petits ornements en or que portaient certains indigènes.
Cette vision confirmait ses espoirs de richesse et l'incitait à explorer davantage. Les navires reprirent la mer, guidés par les indications des Taïnos vers d'autres îles. Ils découvrirent Cuba, que Colomb prit pour le continent asiatique, peut-être le Cathay. La végétation était luxuriante, les fruits inconnus et les animaux étranges. Colomb envoya des émissaires à l'intérieur des terres, cherchant le grand Kamsitsi. Ils ne trouvèrent pas de palais dorés, mais des villages simples et des champs de maïs et de tabac. Déçu mais toujours optimiste, Colomb continua vers l'est et découvrit l'île d'Hispaniola. Hispaniola semblait riche et peuplée, et les habitants y portaient plus d'or. La nuit de Noël, 1492, un désastre frappa l'expédition. La Santa Maria s'échoua sur un récif. Malgré les efforts de l'équipage, le navire ne put être sauvé. Avec le bois de l'épave, Colomb ordonna la construction d'un fort. Il nomma la Navidad. Il dut laisser derrière lui une partie de ses hommes, car la Niña et la Pinta ne pouvaient tous les ramener. En janvier 1493, Colomb prit le chemin du retour à bord de la Niña. Le voyage de retour fut terrible, marqué par des tempêtes violentes qui faillirent engloutir les petits navires. Séparé de la Pinta, Colomb craignit de ne jamais pouvoir annoncer sa découverte au monde. Il écrivit un récit de son voyage sur un parchemin, le scella dans un tonneau et le jeta à la mer. Miraculeusement, les navires survécurent et atteignirent d'abord les Açores, puis Lisbonne. Le roi du Portugal accueillit Colomb froidement, réalisant l'opportunité qu'il avait manquée. Finalement, Colomb arriva à Palos en mars 1493, accueilli en héros. Sa procession à travers l'Espagne jusqu'à Barcelone, où résidait la cour, fut triomphale. Il présenta au roi catholique les trésors du Haquet Nouveau Monde, Yo, Ne, A, Archete, Accueil, Ousses, Diocokamwa, A, Or, plantes exotiques et indigènes captifs. Isabelle et Ferdinand se levèrent pour l'accueillir, un honneur rare, et confirmèrent tous ses privilèges. La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe. Colomb ne tarda pas à organiser un deuxième voyage, cette fois avec une véritable armada. 17 navires et plus de 1000 hommes, dont des colons, des soldats et des prêtres, partirent en septembre 1493. L'objectif était clair, coloniser, évangéliser et exploiter les richesses. En arrivant à la Navidad, Colomb découvrit avec horreur que le fort avait été détruit et ses hommes tués. Les conflits avec les indigènes avaient commencé, marquant le début d'une ère de violence. Colomb fonda une nouvelle colonie, la Isabela, mais les conditions étaient difficiles. La maladie, la faim et le mécontentement se répandirent parmi les colons espagnols. Colomb, excellent marin, se révéla être un piètre administrateur. Il imposa un tribut en or aux indigènes, punissant sévèrement ceux qui ne pouvaient payer. La brutalité de la conquête commença à ternir l'image de l'amiral Pointet. Malgré les difficultés, Colomb continua d'explorer, découvrant la Jamaïque et Porto Rico. Il retourna en Espagne en 1496 pour défendre sa gestion devant les rois. Il réussit à obtenir le soutien pour un troisième voyage en 1498. Cette fois, il navigua plus au sud et atteignit l'embouchure de l'Orénoque, sur le continent sud-américain. Il réalisa qu'il s'agissait d'une terre immense, un yoga, autre monde, Dieu, mais persista à croire qu'il était près de l'Asie. Pendant ce temps, à Hispaniola, la situation avait dégénéré en révolte ouverte contre ses frères. L'envoyé royal, Francisco de Bobadilla, arriva et fit arrêter Colomb pour sa mauvaise gestion. L'amiral de la Mar Océane fut renvoyé en Espagne, enchaîné. Une humiliation suprême. À son arrivée, la reine Isabelle, émue par son sort, ordonna sa libération. Bien que libéré, il avait perdu son titre de vice-roi et son autorité sur les terres découvertes. Obsédé par l'idée de trouver un passage vers l'Inde véritable, il supplia pour un quatrième voyage. En 1502, il repartit pour sa dernière expédition, explorant la côte de l'Amérique centrale. Il fit face à des ouragans terribles et à des attaques d'indigènes hostiles. Ses navires, rongés par les vers, finirent par s'échouer sur la Jamaïque. Colomb et ses hommes restèrent bloqués là pendant 1 an, survivant grâce au troc. Pour impressionner les indigènes qui refusaient de les nourrir, Colomb prédit une éclipse lunaire. Finalement secouru, il retourna en Espagne en 1504, brisé physiquement et mentalement. La reine Isabelle, sa principale protectrice, mourut peu après son retour. Colomb passa ses dernières années à réclamer ses droits et ses titres, en vain. Il mourut à Valladolid le 20 mai 1506, entouré de ses fils et de quelques fidèles.
Jusqu'à son dernier souffle, il resta persuadé d'avoir atteint les côtes orientales de l'Asie. Il ne sut jamais qu'il avait ouvert la porte d'un continent inconnu des Européens. L'ironie de l'histoire voulut que ce nouveau continent porte le nom d'un autre explorateur, Amerigo Vespucci. Pourtant, l'héritage de Colomb est immense et complexe, marquant le début de l'ère moderne. Son voyage a initié l'échange colombien, un transfert massif de plantes, d'animaux et de maladies. L'Europe a reçu la pomme de terre, le maïs et la tomate, qui ont révolutionné son alimentation. Les Amériques ont vu arriver le cheval, la vache et le blé, mais aussi la variole et la grippe. Les populations indigènes furent décimées par les épidémies et la conquête. L'or et l'argent des Amériques affluèrent en Europe, transformant son économie. L'Espagne devint la première puissance mondiale, un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Christophe Colomb reste une figure controversée, célébré comme un découvreur et critiqué comme un conquérant. Il incarne l'esprit d'exploration, le courage face à l'inconnu et la volonté de repousser les limites. Mais il rappelle aussi les conséquences tragiques de la rencontre entre deux mondes qui s'ignoraient. Son histoire est celle d'une erreur grandiose qui a changé la face de la Terre à jamais. Aujourd'hui, plus de 5 siècles plus tard, le nom de Colomb résonne encore dans l'histoire. Des villes, des fleuves et un pays portent son nom, témoignant de son impact indélébile. Le jour de Colomb est célébré dans de nombreux pays, bien que sa signification évolue. Les historiens continuent d'étudier ses journaux et ses lettres pour mieux comprendre l'homme derrière le mythe. L'ADN de ses restes a même été analysé pour tenter de percer le mystère de ses origines exactes. Était-il vraiment génois ou cachait-il d'autres racines? Quelle que soit la vérité, son audace a tracé un chemin à travers l'océan. Il a prouvé que l'impossible n'était souvent qu'une frontière à franchir. Le marin qui cherchait les Indes a trouvé bien plus, un nouveau destin pour l'humanité. Son voyage nous rappelle que la curiosité est le moteur le plus puissant du progrès humain, et que chaque horizon cache une nouvelle découverte pour ceux qui osent regarder au-delà. Ainsi s'achève l'histoire de Christophe Colomb, le visionnaire obstiné, le visionnaire obstiné. Une histoire de courage, d'erreur, de gloire et de tragédie. Une épopée maritime qui a uni deux hémisphères pour le meilleur et pour le pire. Le monde ne fut plus jamais le même après ce matin d'octobre 1492. Les cartes furent redessinées, les esprits s'ouvrirent et les frontières reculèrent. L'océan Atlantique, autrefois barrière infranchissable, devint un pont entre les cultures. Les navires qui suivirent son sillage transportèrent des rêves et des cauchemars. Mais tout commença avec un homme et son rêve fou de naviguer vers l'ouest. Un homme qui, en cherchant une route, a trouvé un monde. Christophe Colomb, l'amiral de la mer Océane, restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Son héritage est notre monde moderne, globalisé et interconnecté. Et tant qu'il y aura des horizons inexplorés, son esprit vivra. Car nous sommes tous, d'une certaine manière, des explorateurs naviguant vers nos propres Indes. L'aventure de Colomb est l'aventure de l'humanité elle-même. Fin de l'histoire, un de Éditions Celle. Notre histoire.